Je partagerai 3 souvenirs très concrets. Hein. Mon père était boulanger et il faisait partie du maquis. Hein. Et j'ai le souvenir qu'un jour, parce que il ne disait rien, hein, je l'ai vu d'un seul coup se sauver, sauter un mur et puis disparaître. Hein. Et puis on a vu que les Allemands étaient venus, on se demandait ce qui se passait. Hein. Et puis c'est plus tard qu'il a dit je faisais partie de la résistance. Avec mon frère aîné qui est mort depuis 1 an et demi, il a demandé aux voisins qu'on connaissait bien, qui avait un cheval, hein, une voiture à pneus, il a chargé du pain dessus, et puis il nous a dit vous allez jusqu'à tel endroit, hein, sans faire de bruit, et on est allé livrer du pain aux résistants. Voilà, j'avais 6-7 ans, 7-8 ans. Hein. Donc ça c'est un souvenir que je vis très très concrètement. Deuxième souvenir qui est très lié ici, à Saint-Maurice et à tous les coins, c'est que, à la suite du maquis du Lomont, hein, puis de toute la casse qu'il y a eu là-bas, eh bien, les blessés étaient envoyés au séminaire de consolation où ils avaient fait un hôpital. Hein. Et là, je me rappelle très bien qu'avec mon frère, un dimanche après-midi, mes parents nous avaient emmenés avec des pommes et des poires, porter ça aux prisonniers, aux blessés. Voilà, des choses. Troisième souvenir plus difficile, jour du certificat d'études, 44 je pense, oui. Hein. Il n'y avait pas de classe, hein. Alors on jouait tout ça. Et à côté de chez nous, il y avait une vieille ferme et un mur. Et dans le mur, avec mon frère, on trouve un plumier. Bon, on dit rien aux autres copains, hein. Et puis on dit, on ne revient pas avec vous après. Hein. Et alors, avec mon frère, on regarde, on voit dans le plumier 13 sifflets, des tout petits sifflets comme ça. Alors qu'on aurait pu se battre comme des chiens, hein, et il y en avait 13, on dit le 13e on le partage, alors qu'on aurait pu s'arracher la gueule, hein, partage. Et mon père avait un petit atelier avec un étau, hein, et puis on coince le 13e dans l'étau, hein, pour le partager. Mon frère prend un ciseau à bois, il me dit tape le premier, je tape, rien, il me dit laisse-moi faire. Je regarde, détonateur, tête explose. La tempe, un œil. Mon frère, le ventre. Et j'entends mon père qui dit t'as tué ton frère, qui dit. Il n'y avait pas de toubib à ce moment-là, il n'y avait rien. Hein. Donc il y avait un vieux toubib en retraite qui s'appelait le docteur Henriet, et puis il est venu. Hein. Il a mis 3 agrafes comme il a pu, puis pendant 2 ou 3 mois sans bouger. Hein. Et c'était impressionnant. Alors à ce moment-là, il y avait des religieuses partout, les sœurs qu'on appelait les sœurs gardes-malades. Hein. Donc il y avait une sœur qui s'appelait la sœur Saint-Michel, qui venait faire des pansements. Au bout de 2 mois, le docteur Henriet enlève les agrafes. Au lieu de les enlever les 3, il n'enlève que 2. Et il y a eu du pu pendant des mois. Heureusement, un jour, ils ont cherché et gratté, et ils ont trouvé la 3e. J'ai pas été empoisonné. Donc voilà des souvenirs très très concrets de ce que j'ai. Donc j'ai toujours été très très marqué. Et quand je suis arrivé en 90 sur Étouvent, Colombier, Saint-Maurice et tout ça, j'ai pris le temps, vraiment, d'aller rencontrer des anciens de la résistance, des gens qui avaient fait Dachau. J'en ai accompagné plusieurs qui avaient fait Dachau et que j'ai accompagné jusqu'à la mort. Hein. Et là, ils m'ont fait découvrir toute leur histoire. Et puis, il se trouve qu'aux 50 ans du maquis des Cas, hein, ils avaient fait un anniversaire et des choses, et puis le général Bataille, dont la femme vit toujours à Colombier, s'appelle Suzanne Bataille, comme on avait déjà fait ce bouquin-là avec les gosses de Déco, ils disent, on voudrait faire un livre sur Tito. Qui c'est Tito? C'est un gosse de Blussangeau qui s'appelle Henri Broulier. Hein. Et puis, en 1939,
et ben Henri Bourlier va faire son service militaire. Bon. Déclaration de la guerre. Hein. Il est fait prisonnier et qu'un copain il se taille. Hein. Et puis ils arrivent à Münster et ils trouvent un gars qui a fait leur classe. Il dit nous on voudrait rentrer à Busangeau. On ne connaît pas trop le ballon d'Alsace, les Vosges. Ben, il dit il y a ma nièce qui s'appelle Jeanne Boly. Hein. Elle va vous conduire. Donc, la Jeanne, qui est morte en 2015, avec qui j'ai partagé des années, hein, la Jeanne, elle dit au Tito, qui s'appelait Henri Bourlier, on se reverra. C'est en 1939. Hein. Bon. Tito rentre à Busangeau, son père qui a fait la guerre de 14 lui dit, vous êtes des beaux cons. Hein. Nous, aux Allemands, on a tenu 4 ans, on a tenu 15 jours. Hein. Et il dit, on monte un groupe. Un groupe où il y avait, ils l'ont raconté 1000 fois, des gens qui croyaient en rien, des protestants, des catholiques. Et ils ont monté un groupe, comme ils étaient différents, ils disent on va s'appeler Tito, en pensant à l'ancien Tito de la Yougoslavie, tout ça. Hein. Et ils se sont donné un rendez-vous au monument du Bacon, à l'entrée de Saint-Maurice. Hein. Puis ils ont attaqué en particulier, ils ont fait sauter les trains, eux, beaucoup. Ils sont arrivés en retard au Maquis d'Éco, parce que c'était déjà la casse, ils sont montés au Lomont, et ils se sont engagés dans le RICM. Hein. Il est devenu un vrai peloton. Donc ils ont libéré Montbéliard, Belfort, ils sont arrivés en Alsace. Hein. Et en arrivant vers Münster, le Tito a dit, mais moi je veux retrouver voir si ma copine existe encore. Il arrive là-bas, alors ça c'est elle qui me l'a raconté. Hein. Hein. Ils se sont vus, puis elle lui a dit, mais je t'attendais. 39-44. Hein. Ils se sont mariés, hein, et puis son régiment est parti en Indochine. La veille de partir en Indochine, la Marie-Béatrice, qui s'appelait Jeanne à ce moment-là, bon, la Jeanne Boly, elle va lui dire au revoir au bateau à Marseille. Le Tito lui dit, si je me fais tuer en Indochine, qu'est-ce que tu fais? Je serai infirmière et religieuse. Hein. Et puis, 3 mois après, il y écrit en disant, je suis heureuse comme tout, hein. Je suis enceinte, si c'est un garçon, il s'appellera Louis, si c'est une fille, il s'appellera Marthe. Hein. Jour de Noël 1946, une balle, il est tué. Alors elle raconte ça longuement. Hein. Et puis donc, quand on a commencé à faire ce bouquin, hein, j'ai dit aux autres, mais c'est pas le tout. Hein. Vous parlez de sa femme, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle doit être bonne sœur. C'est comme ça qu'on a rencontré la Jacqueline Chiracadze, qu'elle a dit, elle est sœur en Alsace. Je suis allé la voir, et je me toujours. Hein. Je suis arrivé, elle m'a dit, c'est moi qui cause. Je l'aime comme il y a 50 ans, qu'elle m'a dit. Hein. Et elle est restée membre du groupe Tito jusqu'en 2015 où elle est morte. Hein. Elle était religieuse là-bas. Quoi. Hein. Mais elle était sœur et mère. Sœur et mère. Or, leur gamine est morte en accouchant. Ah. Oui. Ah, et la gamine est enterrée avec son père, le Tito, au cimetière de Busangeau. Par exemple, si je prends ce bouquin que j'ai fait avec le Michel Bonneau, un gars des Touvans, hein, bon, le Michel Bonneau, son père, son frère ont été tués. Hein. Lui a fait Dachau. Hein. Alors quand je suis arrivé là-bas, à Étouvent, le Michel Bonneau, qui était parti à Draguignan, vient à la cure d'Étouvent. Il dit, moi, je vais être ici chez moi. Hein. Et je pourrais discuter de ce que je voudrais. Et puis il me racontait tout. Hein. Et il m'a raconté comment il était devenu, à 18 ans, agent de liaison de la résistance, qu'il allait partout. Hein. Et puis que, bon, un jour, il y a eu le maquis d'Écro. Hein. Bon. Et là, il raconte d'une manière absolument étonnante que, quand ils sont arrivés là-dessus avec le commandant Joly, hein, ils s'étaient mis d'accord entre eux, s'il y a quelque chose, on monte dans les arbres. Hein. Ils étaient dans les arbres, hein, et ils ont entendu un gars, en français, qui accompagnait les Allemands en disant ils sont dans les arbres. Hein. Bon. Donc il a été blessé, les autres, son frère a été tué, son père a été tué après, hein, et puis Dachau. Hein. Et moi qui en ai enterré un certain nombre, je me souviens à l'enterrement de Michel Bonneau, à l'office qu'on a fait à Étouvent, hein, il y avait un gars qui
qui était journaliste, qui faisait le journal là, qui s'appelait Marcel Mougin, qui est mort il n'y a pas longtemps, hein. Et bien les derniers sont venus l'embrasser. Et on dit Marcel, on te doit la vie. Parce qu'il t'arrachait les dents, il voulait te crever les yeux à Belfort quand il interrogeait. Jamais t'en as dénoncé un seul. Hein. Alors le Michel Bonneau, quand il est rentré, c'est d'ailleurs assez impressionnant, il raconte toujours, hein, lorsque les Américains ont bombardé Dachau, hein, il s'est dit, autant tailler, je suis foutu pour foutu. Alors il est sorti du camp, hein, et puis il s'est mis à marcher, en déporté. Il crevait de faim, et il a vu un paysan allemand dans un champ qui est venu vers lui. Il avait un œuf, il a donné l'œuf. Et le Michel Bonneau a dit, espoir. Il a fait 500 mètres, et puis il y avait un SS qui était là, avec un casse-croûte. Il a partagé le casse-croûte avec le Michel Bonneau. Et Bonneau a dit, réconciliation. Et le Michel Bonneau, jusqu'à sa mort, a emmené les jeunes de notre secteur au Struthof, hein, et il a emmené les Allemands au Maquis des Corps, jusqu'à la mort. Hein. Alors, ce qui est impressionnant aussi dans l'affaire de Michel Bonneau, c'est qu'il a dit, j'ai reconnu la voix de celui qui nous a dénoncés, donc il faut que je le retrouve. Hein. Il m'a dit, je ne veux pas mourir sans l'avoir retrouvé. Alors il a cherché, puis il l'a retrouvé dans le Midi. Alors il raconte, hein, il a frappé, l'autre a dit entrez, il a dit tu me reconnais, hein, Michel Bonneau, toi, je t'ai jamais vu. On était à l'école ensemble, on était des copains, t'as peut-être craqué, t'en pouvais plus, hein, dis-moi quand même quelque chose. Puis l'autre a dit, il faut le camp, je te connais pas. Et le Michel, il est mort avec cette souffrance d'avoir pas pu s'expliquer avec son copain. J'ai pris du temps. Je peux dire que vraiment, je suis allé tout le temps. Hein, vers des gars, je pense, un gars qui a fait la guerre d'Espagne. Hein, il a fait la guerre d'Espagne. C'était bagarré. Hein. Il se taille, il vient bosser là. Il entre au Maquis des Corps. Il se fait choper, il fait Dachau. Alors moi je l'ai accompagné jusqu'à la mort, il disait, moi je courais, pas parler du bon Dieu, rien du tout, moi trop souffert. J'ai enterré ces gars-là. Hein. Et je trouve que, moi ce que je retiens, si vous voulez, de ça, c'est que j'ai découvert une humanité extraordinaire. Hein. Il y avait des gens d'une profondeur. Hein. Je vois des gars que j'ai accompagnés, et dit, tu comprends, hein. Ben, si un tel n'avait pas été à côté de moi, hein, je me foutais dans les chiottes, puis j'y restais désespéré. Hein. Et j'ai trouvé des gens d'une force extraordinaire, quoi. Hein. Donc je me suis toujours très intéressé par rapport à ça. Hein, parce que j'ai trouvé que il y avait une part de l'humanité, quelles que soient nos convictions, hein, qui t'apprenait quelque chose. Hein. Et j'ai plus trouvé une qualité d'humanité que de la haine. Je le dis, hein. Moi, vous savez, je peux vous dire que j'ai passé 25 ans de ma vie avec l'abbé Pierre, hein. L'homme le plus proche de l'abbé Pierre. Hein. Très grand résistant, hein. Il est mort à 94 ans, je l'ai accompagné jusqu'à la mort, hein. Il m'a tout appris là-dessus aussi. Hein. C'est que, en tout être humain, des fois, il y a 1 millimètre, hein. Oui, pour qu'il puisse se passer quelque chose. Hein. Puis des fois, il y a des lâchetés étonnantes. Ce matin, hein, je fais de l'accueil sur les foires et les marchés depuis 30 ans. Hein. Bon, je vois l'avant-dernier survivant du groupe, qui s'appelle Pierrot Ménold. J'ai dit, tiens, cet après-midi, je rencontre. Hein. Il m'a dit, hier, il m'a dit, hein, j'étais encore avec ceux du RICM, je les ai suivis partout. Au bout du Bacon, à Villars-sous-Écot, à Écot, à Sepois et tout ça, quoi, hein. J'ai dit, Pierrot, t'as 94 ans, hein. Qu'est-ce que tu regardes? La fraternité qu'on a vécue. Hein. Moi, j'étais un catho mordu, il y avait des protestants mordus, il y avait des incroyants. Jamais ça n'a compté. C'était le bien commun. Vous imaginez? J'ai été le secrétaire général de tous les groupes Emmaüs du monde.
Je suis allé le 24 mai, cette année encore, au Palais fédéral à Berne, rencontrer 40 de ces types qui ont fait les groupes à travers le monde. Ils te racontent des choses fantastiques. Il y a toujours des gens qui disent « et les autres ». Alors, toute ma vie, c'est ça. J'y suis pour rien du tout. Je crois qu'en chaque être humain, à un moment donné, il y a un signe qui te dit « il y a quelque chose qui fait qu'on peut aller de l'avant. » Des toutes petites choses qui fait qu'on aille de l'avant. Alors, l'abbé Pierre, bon, je n'avais pas une seconde, moi j'étais persuadé qu'il était mort. Un jour, j'étais curé à Montbéliard, on me dit, tu porterais pas, je faisais des réunions à Paris, porte cette lettre, 2 bis avenue de la Liberté à Charenton, Paris. Je ne sais pas ce que c'était. Alors j'arrive, ça ne me disait rien du tout, j'ai dit, ça meilleur temps de mettre 200 balles de timbre que d'aller. Et puis j'arrive au bas d'un immeuble, on dit, cette lettre 10e étage, je monte dans un HLM, je sonne, une porte s'ouvre d'un petit logement, l'abbé Pierre, qui tremblait comme ça. Il me dit, je sors du Val-de-Grâce, j'ai Parkinson, je suis très malade, viens, il me dit. Il me prend, il va vers la fenêtre de son petit bureau, il me dit, regarde Paris, c'est le monde à aimer. Et puis il me dit, mais t'es en pleine forme? Tu veux pas bosser avec moi? Il me dit, oui, jusqu'à la mort je suis resté. Il a vécu 94 ans, il a été 94 ans malade, il avait 10 minutes de bon par jour. Il avait été opéré 26 fois. Il n'est plus dedans. Oui. Mais il y avait une force étonnante. Jamais pour lui quelqu'un n'était foutu. Jamais. C'était la dictature au Bénin, il me dit, écoute, j'ai une invitation, tu vas au Bénin. Je suis parti comme ça. C'était l'Amérique du Sud, c'était ces trucs-là. Mais c'était une seule chose l'intéressait, le plus tordu, des types les plus bandits qui arrivaient. La seule chose l'intéressait, il disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Il voulait être moine, au bout de 7 ans, on lui dit, vous êtes incapable d'être moine. On lui dit, non, c'est tout. Bon. Il devient prêtre à Grenoble, et une nuit, 2 pères de famille juifs sonnent à sa porte. Ils disent, on est foutus, la Gestapo va nous arrêter. Il en fait un fou sous son lit, dans un meuble. Et puis, ils disent, on n'a rien du tout, il faut des papiers. Et quelqu'un leur donne une adresse en disant, il y a des bonnes sœurs qui font des papiers pour les gens. Ils se sont mis en route, ils ont organisé la résistance, puis il est devenu le responsable du maquis là au-dessus, il a passé jusqu'en 1944 là. Il est allé trouver De Gaulle en Algérie pour lui expliquer les affaires. C'est comme ça. Et puis comme c'était le cirque à la fin de la guerre, on lui a demandé d'être député. Donc il a été député de Meurthe-et-Moselle, et comme il n'y avait pas de logement, il a acheté une vieille baraque, et puis on l'a appelé, on lui a dit, il y a ton voisin qui vient de se suicider. Le premier compagnon d'Emmaüs s'appelait Georges, et il l'a raconté 1000 fois, l'abbé Pierre. Il est arrivé, l'autre a dit non, c'est fini, je viens de faire 20 ans de bagne, pour une fausse dénonciation de lettre anonyme qui dit, j'ai voulu revenir au bout de 20 ans, ma femme avait retrouvé un copain, j'ai dit c'est fini. Je me suis ouvert les veines, et l'abbé Pierre dit, je sais pas quoi faire, je lui ai dit Georges, t'as envie de te tuer, je te comprends. Si tu veux, avant de te tuer, réfléchis bien. Moi j'ai des dettes partout, je construis des maisons pour les gens qui s'en sortent pas. Si tu veux, mettons ensemble nos 2 misères pour en soulager une 3e. C'est comme ça que c'est parti en 1949. Alors, il a arrêté d'être député, il est allé faire la Manche parce qu'il n'avait plus rien à bouffer. Et en revenant de faire la Manche, il y a 2 gars qui s'appelaient Auguste et Philibert qui ont dit non mais votre cirque ça peut pas aller. C'est pas que ça qu'on peut vivre. Il a dit, donnez-moi une solution. Il a dit, si vous nous aidez à tenir le coup, on peut récupérer les ordures, la ferraille, le papier, et on s'en sort. C'est comme ça qu'il dit, c'est pas moi qui ai fait Emmaüs, c'est eux.
fait le 50e anniversaire du règlement d'Emmaüs. On était à Berne, hein, avec des gens de 40 pays du monde, et les gars racontaient comment ils continuaient aujourd'hui. En Bolivie, au Chili, dans toutes les conditions. Partir de rien, les types, ça a marché.